Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est dans une ville qu'il connaît bien que nous emmène aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. La Rochelle est en effet l'une des cités de mon enfance. Or c'est toujours un bonheur d'évoquer le vieux port, les rues à arcades, les parcs publics, le mail, les beaux hôtels particuliers de la capitale de l'Aunis, une des perles de la côte atlantique. Et pour nous plonger au cœur de la saga rochelaise, vous avez choisi un épisode célèbre de son histoire. Et oui, La Rochelle a été un haut lieu du protestantisme et le cardinal de Richelieu l'a assiégé en 1627-28. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant, après quoi, en compagnie d'Arnaud Tessier, le biographe de l'homme en rouge, nous reviendrons sur la personnalité de Richelieu et sur certains aspects saillants de sa politique. Alors, cap sur La Rochelle. Cap sur La Rochelle, souk et ferme. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. À quoi ressemble donc La Rochelle au début du XVIIe siècle ? Eh bien, disons que c'est une des plus grandes villes du royaume. Elle compte 23 000 habitants. C'est une ville surtout très riche. Sa charte de commune la rend quasiment indépendante. Elle bénéficie de privilèges fiscaux et économiques très importants. Et son port connaît une intense activité. On exporte énormément de denrées de La Rochelle, du vin, du sel vers tous les pays, Espagne, Portugal, et puis vers l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, les Pays-Bas, la mer Baltique, un certain nombre d'autres côtes françaises également, puisqu'on exporte depuis La Rochelle vers la Normandie, vers les côtes les plus septentrionales du royaume. Et puis, on importe énormément de laine venant d'Espagne, ainsi que de la lin, des cuirs, etc. d'Espagne. Du Pays Basque, on importe du fer, des Flandres, toutes sortes de merceries, comme on disait à l'époque, d'Allemagne, du soufre, des armes, bien entendu, des harengs d'Écosse, du sucre du Portugal, avec aussi des oranges, du poivre, etc. La Rochelle est en quelque sorte la porte d'entrée des épices, le poivre, la girofle, le gingembre, la muscade, le safran, mais aussi de toutes sortes de produits que l'on considère à l'époque comme des produits médicinaux, des plantes utiles aussi pour la préparation des colorants, des teintures. Vous imaginez la richesse que tout cela induit, évidemment. Eh bien, c'est cette nouvelle Golconde qui, dans quelques moments maintenant, va connaître un siège, un long siège de 14 mois. Car, et peut-être aurais-je dû commencer par cette précision essentielle, car La Rochelle est une cité protestante. Elle constitue même un des derniers lieux de résistance à la politique d'unification entreprise par Louis XIII. Quand je dis entreprise par Louis XIII, je devrais d'ailleurs peut-être dire entreprise par le cardinal de Richelieu. Nous verrons tout à l'heure quelle fut la part de l'un et de l'autre dans la politique ainsi lancée. Au sein du corps de ville, les 100 prud'hommes, j'ai envie de dire les conseillers municipaux si vous voulez, appartiennent tous à la religion réformée. Or, la cité est d'autant plus un lieu de résistance qu'elle est assez inexpugnable derrière ces hauts murs. Nous voyons aujourd'hui de La Rochelle quelques belles tours qui sont demeurées, mais les murs, eux, ont depuis longtemps été abattus, bien entendu, depuis Richelieu précisément. À l'époque, il faut imaginer cette cité bien protégée par ses remparts, installée au fond d'une baie très difficile à prendre, protégée par ce qu'on appelle le pertuis d'Antioche, l'île de Ré, les îles d'Aix et d'Oléron, ville bien fortifiée, bien placée. En 1612, après 16 années de travaux, les fortifications ont même été encore renforcées, ce qui fait que le périmètre de la nouvelle courtine est maintenant très important, plus de 3 de nos kilomètres. On disait à l'époque une petite lieue. Voilà ce que nous dit Liliane Crété, qui n'est jamais très loin lorsqu'on parle de protestantisme. La muraille, nous dit-elle, formait un vaste quadrilatère. Marais et cours d'eau en bordaient les plus longs côtés. Au sud, elle s'ouvrait sur la mer. Une série de tours en rompait la ligne, munies de créneaux et de machicoulis, la plupart coiffées d'une poivrière en ardoise. Elle s'élevait à une grande hauteur au-dessus de cette ceinture de pierre. Les 3 tours du front de mer servaient à l'occasion de geôles municipales
principale, les nombreuses portes, certaines fort anciennes et fort belles, étaient toutes défendues par des redans, des éperons, des bastions, des fossés, bref, allez donc prendre une ville comme celle-là. La Rochelle n'en a pas pour autant échappé aux guerres de religion. En 1568, des prêtres ont même été précipités dans la mer du haut de la tour de la Lanterne. Et 5 ans plus tard, l'armée royale a perdu 20 000 hommes en tentant de reprendre la ville. Le duc d'Anjou, à l'époque, en a gardé un souvenir cuisant. En 1621 et 1622, Louis XIII impose à La Rochelle le blocus. Or, malgré la signature du traité de Montpellier en 1622 entre le roi et le duc de Rohan, qui à l'époque dirige les forces huguenotes, comme on dit, les hostilités reprennent lorsque le frère de Rohan, le duc de Soubise, attaque la flotte royale dans une bataille célèbre, la bataille du Blavet en Bretagne. Nous sommes là en 1625. D'autre part, il faut vous dire que le mariage entre Henriette de France et le roi d'Angleterre, le roi Charles Ier, ce mariage est un échec. Ça veut dire que une grande partie de l'entourage français de la reine a été expulsée d'Angleterre parce que ces gens-là refusaient tout simplement de se convertir à l'anglicanisme. Et il est vrai qu'à ce moment-là, les Anglais craignent que la France ne crée une véritable flotte qui lui permette de les concurrencer directement dans les nombreuses colonies et compagnies de commerce qu'ils sont en train d'installer un petit peu partout. Depuis le début de l'année 1627, le principal ministre, le cardinal de Richelieu, va donc prendre des mesures militaires, des mesures préventives pour éviter que La Rochelle ne devienne, au bénéfice des Anglais, une sorte d'État dans l'État. Dans les Trois Mousquetaires, voilà ce que nous disait Alexandre Dumas, j'ai toujours plaisir à le citer. Des villes importantes données par Henri IV aux Huguenots comme place de sûreté, il ne restait plus que La Rochelle, écrit Dumas. Il s'agissait donc de détruire ce dernier boulevard du calvinisme, le vin dangereux, auquel se venaient incessamment mêler des ferments de révolte civile ou de guerre étrangère. Espagnols, Anglais, Italiens mécontents, aventuriers de toute nation, soldats de fortune de toute secte accouraient au premier appel sous les drapeaux des protestants et s'organisaient comme une vaste association dont les branches divergeaient à loisir sur tous les points de l'Europe. La Rochelle, qui avait pris une nouvelle importance de la ruine des autres villes calvinistes, était donc le foyer des dissensions et des ambitions. Son port était la dernière porte ouverte aux Anglais dans le royaume de France, et en la fermant à l'Angleterre, notre éternel ennemi, le cardinal achevait l'œuvre de Jeanne d'Arc et celle du duc de Guise. C'est à lire un peu loin en besogne sans doute, mais enfin c'est Alexandre Dumas. Voyez, en tout cas à travers ces quelques lignes, l'importance de La Rochelle. Une alliance est signée entre la France et l'Espagne. Richelieu fait construire des navires de guerre, il renforce les défenses, il confie à Toiras, un protestant qui est resté fidèle au roi, la garde de l'île de Ré, le maréchal de Toiras. Il a sous ses ordres 2000 fantassins, 200 cavaliers. On peut dire qu'il était grand temps de prendre ces mesures, de prendre de telles dispositions, parce que le 20 juillet 1627, une armada anglaise se profile à l'horizon. Regardez-les, toutes ces voiles qui arrivent de la perfide Albion contre le royaume de France. Cette armada est là devant l'île de Ré, 98 navires, 74 vaisseaux de ligne, des vaisseaux de combat si vous voulez, 24 vaisseaux de ravitaillement, toute cette armada transportant quelques 20 000 hommes. La flotte est commandée par Georges Villiers, duc de Buckingham. Mais oui, c'est lui, le favori de Charles Ier, l'homme le plus puissant d'Angleterre, qui se trouve ici, devant l'île de Ré, que défend le gouverneur, qui doit se replier dans le fort de Laprée et dans la citadelle de Saint-Martin, qui n'a pas encore pris l'allure tellement redoutable que plus tard lui donnera Vauban. Le 10 septembre, à 5 heures du soir, un huguenot aperçoit des travaux de terrassement au Fort Louis. Il allume une mèche, il tire un premier coup de canon contre les troupes royales du Fort Louis. Évidemment, les troupes en question, elles vont répliquer, vous l'imaginez. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, donc 10 septembre 1627 à 5 heures du soir, le siège de La Rochelle.
Salwum Fakregem par les chantres de la musique baroque de Versailles sur Europe 1. Franck, vous nous parlez du siège de La Rochelle. Il débute en septembre 1627 dans l'une des villes les plus protestantes du royaume. Alors quels sont les autres foyers protestants importants de ce royaume ? Il y en a un certain nombre, notamment dans le sud de la France. Vous savez, depuis la mort d'Henri IV en 1610, assassiné par Ravaillac, vous savez, on peut dire que l'édit de Nantes est menacé, que les protestants en tout cas ne se sentent pas à l'aise dans le royaume. Ils sont inquiets, ils vont avoir tendance à se montrer agressifs, ils défendent leur bastion. C'est le cas dans le Béarn. La terre de naissance d'Henri IV, bien entendu. Après 3 années de lutte, Louis XIII a rétabli néanmoins dans le Béarn le culte catholique. Ça, c'était en 1620, juste au moment du vœu de Louis XIII, dont nous parlerons tout à l'heure. Le foyer le plus actif de la réforme à l'époque, ça reste le Languedoc. Henri de Rohan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qu'on peut considérer comme le chef de la résistance protestante, se fixe à Anduze, dans le Gard, où on fait les fameuses grandes poteries, vous savez, les magnifiques vases d'Anduze. Il s'installe là, un traité de paix est signé à Montpellier en 1622, et quand Louis XIII et Richelieu décident de s'occuper de La Rochelle, ça fait maintenant quelques années que la situation est vraiment tendue dans les bastions protestants. Alors, après cette attaque du 10 septembre, 1627, l'armée compte près de 20 000 hommes et isole, l'armée royale, et isole la ville de l'arrière-pays en bloquant toutes les communications. Le 7 octobre, de nuit, et bénéficiant d'une très forte marée, une flottille de ravitaillement parvient néanmoins à faire passer subrepticement au fort Saint-Martin des vivres, des munitions. 5 jours plus tard, Louis XIII arrive au camp accompagné de Richelieu. 1 mois plus tard, le 6 novembre, les Anglais lancent un assaut sur Saint-Martin. 4 à 5 000 hommes sont mobilisés là, mais il se trouve que les échelles qu'ont prévues les assaillants sont trop courtes. Le gouverneur de l'île et ses soldats sont en bonne position pour répliquer, et en 48 heures, ils mettent les Anglais à genoux. On peut dire que du côté anglais, là, c'est une vraie débâcle. On va relever entre 1500 et 1800 morts. C'est considérable. Donc, l'assaut que les Anglais croyaient être une promenade de santé s'est révélé infructueux. Richelieu s'est débarrassé d'eux. Et bien maintenant, il va passer à l'étape suivante, et c'est l'image que nous conservons évidemment du siège de La Rochelle, la construction de la fameuse digue. Vous savez, cette digue extraordinaire. Alors, on va rappeler pour l'occasion un ingénieur italien qui, dans une autre circonstance, avait proposé quelques années plus tôt d'utiliser tout un système de pontons et de batteries flottantes reliées par des chaînes. L'homme en question s'appelle Pompeo Targone. On le fait venir. Il va proposer d'édifier en 5 mois une sorte de longue estacade de bois qui pourrait barrer la baie. C'est un travail pharaonique. C'est absolument incroyable ce qu'on lance là. Et néanmoins, la baie n'est pas tout à fait, on n'arrive pas à aller tout à fait au bout. Louis XIII et Richelieu, finalement, donnent leur accord au projet d'un autre homme, un jeune architecte protégé du cardinal, Clément Mezzo. On se rappelle ce nom, évidemment. C'est lui qui va construire une digue de 1500 mètres sur 20 mètres de haut, digue pierreuse cette fois, s'il vous plaît. Les fondations reposent sur des navires qu'on a coulés, qu'on a remblayés, et à partir de ce nouvel ouvrage, on va pointer vers le large des canons qui sont disposés là en renfort, en grande quantité. On mobilise 4000 ouvriers pour parvenir à ce travail. La première pierre, si j'ose dire, de la digue en question est posée le 30 novembre 1627. Alors, en janvier de l'année suivante, Marie de Médicis écrit à Richelieu « Je suis infiniment aise de ce que vous me mandez que la digue s'avance fort et que l'on va commencer à enfoncer des vaisseaux pour barrer le port. Je ne doute plus de la prise prompte de La Rochelle. Cette action signalera à jamais le règne du roi, monsieur mon fils, qui jusque-là ne sera point comme il doit être roi de tous ses sujets. Il faut, pour que le roi règne pleinement, que la dernière des grandes places de résistance protestante, il faut que cette porte ouverte aux Anglais dans le royaume tombe. C'est en tout cas la conviction de la reine-mère, vous le voyez. Les nombreuses tempêtes, le froid, la boue, les ravages du scorbut, tout ça retarde la réalisation de la fameuse digue. D'ailleurs, le roi Louis XIII, qui lui-même s'impatiente beaucoup, finit par tomber malade, et au début de février 1628, le commandement des opérations est confié au cardinal. Désormais, Richelieu a
tous les pouvoirs entre ses mains, civils, ça va de soi, financiers bien entendu, et militaires. Dans Richelieu, l'Aigle et la Colombe, voilà ce que nous dit Arnaud Tessier. Une nouvelle étape commence, à la fois dans l'histoire du règne et dans la constitution de la légende du cardinal. L'évêque, à la santé si fragile, puise une vigueur nouvelle dans cette opération immense. Son génie d'impulsion apparaît dans la manière dont il va mobiliser tous les moyens disponibles sur la côte de Bretagne, de Poitou et d'Aunis. Il y faut à la fois de grands talents logistiques, de l'audace tactique, une vision stratégique et un esprit pratique très poussé. Tout se joue par moments en tonneaux de farine et en quintaux de bœuf salé. Il faut aussi encore et toujours de l'argent, beaucoup d'argent, et solliciter à cette fin le concours de l'Église, cette puissance terrienne et financière incomparable et que Richelieu connaît si bien. Richelieu contrôle donc tout. Richelieu s'employait à faire régner une discipline presque monacale, nous dit dans son Louis XIII Jean-Christian Petit-Fils, revues régulières, messes fréquentes, cabarets et estaminets surveillés, prostitution bannie, pillage, viol punis de mort. En avril de cette année décisive, de cette année 1628, Richelieu peut écrire à Condé que, je le cite, « Les affaires sont ici en état que, si La Rochelle n'est secourue dans 2 mois ou plus tard, le roi en sera le maître ». Seulement, ça n'est pas encore certain, parce qu'une ligue est en train de se constituer, une ligue qui réunit la Lorraine, Venise, l'empereur, toutes sortes de seigneurs mécontents de la France. Or, le siège est loin d'être terminé. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'histoire du siège de La Rochelle au début de l'année 1628 et on peut dire que La Rochelle est loin d'être prise, Franck. Eh oui. Or, 2 bonnes nouvelles mettent du baume au cœur des assiégés. D'abord, on vient d'élire un maire hors du commun, Jean Guiton. Jean Guiton est un marin, c'est un homme toujours habillé de noir, qui ne s'en laisse pas compter. On raconte qu'au moment de son installation, il a planté son poignard dans la table du conseil. D'ailleurs, quand vous visitez l'hôtel de ville, on vous montre encore la marque du poignard de Jean Guiton. « Vous m'avez élevé à la première magistrature de la ville », aurait dit le maire. « J'accepte cet honneur, mais à condition que ce poignard serve à percer le cœur de quiconque osera parler de se rendre. » Donc, pas question de négocier, évidemment. La deuxième bonne nouvelle, peut-être plus importante, arrive l'après-midi du 11 mai. Et oui, une nouvelle escadre anglaise se présente devant La Rochelle, composée de 27 navires marchands et de 20 auxiliaires, sous la protection de 8 lourds vaisseaux de la marine royale anglaise, tout ça commandé par le beau-frère de Buckingham. On peut dire que pour les habitants, c'est une nouvelle extraordinaire. On se dit qu'enfin, on va pouvoir être ravitaillé. Vous imaginez qu'on ne mange plus depuis longtemps à sa faim dans les murs de La Rochelle. Hélas pour les Rochelais, une semaine plus tard, la flotte anglaise repart pour Portsmouth après avoir tiré quelques coups de canon. On a compris en effet que la flotte était trop faible pour se mesurer à cette armée française, à ces 30 vaisseaux de ligne, à toute l'artillerie que le cardinal de Richelieu a maintenant alignée contre quiconque oserait attaquer la ville. Pendant ce temps, la famille, ou s'en approcher d'ailleurs, la famille s'installe donc. Un cortège de femmes et d'enfants est expulsé parce que vous savez, il faut limiter le nombre de bouches à nourrir, sauf que l'armée royale refuse de les laisser partir. Les habitants à l'époque se nourrissent d'ânes, de mulets, de chiens, de chats, enfin de tout ce qu'on peut manger pendant les périodes de siège. Vous savez, si l'un des habitants ose parler de reddition, il est exécuté. Le mot d'ordre est de résister, et d'autant qu'on vient d'apprendre qu'une 3e expédition anglaise serait en préparation. Ce que les Rochelais ignorent, c'est que Buckingham a été assassiné à la fin du mois d'août par un fanatique protestant. Le 28 septembre 1628, une flotte de 155 navires, dont 60 vaisseaux de guerre, 5000 hommes en tout, arrivent au large des côtes françaises et mouillent face à Saint-Martin de Ré. Sur le vaisseau amiral, le Saint-Georges, le commandant, un marin chevronné, le comte de Lindsay. Les habitants se disent, ça y est, ils vont nous
libérée et l'on se met à sonner à toute volée les cloches de La Rochelle. Au matin du 2 octobre, les troupes royales sont en ordre de bataille, les canons pointés vers le large, les trompettes sonnent, les tambours battent, les artilleurs entassent en pyramide leurs boulets. Richelieu est là, bien entendu. Il y a même un certain nombre de grandes dames qui sont venues avec leurs carrosses pour assister aux opérations. De l'autre côté de la baie se trouve le duc d'Angoulême et un certain nombre de gentilshommes. La flotte anglaise attaque la flotte française située près de la digue. Elle confie aux plus grosses unités la mission de viser les fortifications de la côte. Ça va être un long combat, plusieurs heures, 5000 boulets échangés. Et d'ailleurs, on dit que le roi Louis XIII lui-même a donné un certain nombre de charges au canon. Le lendemain, dès 4 heures du matin, l'offensive reprend, mais disons-le, c'est un échec pour les Anglais. Les brûlots des embarcations chargées de paille à laquelle on a mis le feu, ces brûlots dégagent une épaisse fumée, mais on n'arrive pas à entamer vraiment la digue. Vers midi, un orage éclate sur La Rochelle. Alors là, ça en est fini des incendies voulus par les Anglais. La flotte du roi d'Angleterre se retire. Les Anglais ne retenteront pas de nouvelles expéditions. Et l'on peut dire que cette fois, la situation de La Rochelle est définitivement compromise. Pour les Rochelais, c'est bientôt la fin. Bonjour Arnaud Tessier, merci beaucoup d'être avec nous. Nous allons clore cette affaire de La Rochelle avant de revenir en votre compagnie sur la personnalité et sur la politique du cardinal de Richelieu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Par l'ensemble vocal Contrepoint sur Europe 1. On s'intéresse à Richelieu et au siège de La Rochelle au XVIIe siècle cet après-midi avec vous, Franck, et avec votre invité, l'historien Arnaud Tessier et auteur de Richelieu, l'Aigle et la Colombe chez Perrin. Entre autres bons ouvrages. Alors Arnaud Tessier, il faut dire que La Rochelle va capituler le 28 octobre et que c'est le 1er novembre à 2 heures de l'après-midi que le roi Louis XIII, ému aux larmes, recevra des mains de Richelieu les clés de la ville. Richelieu écrit dans ses mémoires, je trouve que ces quelques phrases sont édifiantes et puisqu'elles elles sont écrites par le vainqueur lui-même, on doit pouvoir leur faire confiance. En l'occurrence, il dit « On trouva la ville toute pleine de morts, dans les chambres, dans les maisons et dans les rues et places publiques. La faiblesse de ceux qui restaient étant venue à tel point et le nombre de ceux qui mouraient étant si grand qu'ils ne se pouvaient enterrer les uns les autres et laissaient leurs morts gisantes où ils avaient expiré, sans que pour cela l'infection en fût grande dans la ville, pour ce qu'ils étaient si atténués de jeûne qu'étant morts, ils achevaient plutôt de se dessécher qu'ils ne pourrissaient. » C'est une misère sans commun qu'ont connu les habitants de La Rochelle, dont on peut dire qu'ils auront résisté jusqu'à la mort, un cas très rare dans l'histoire des sièges. C'était un sacrifice immense pour eux. Oui, je crois que c'est parce qu'il y a une dimension dans leur lutte
qui est religieuse autant que politique. Une grande inquiétude sur le devenir de la religion protestante, sur l'application de l'édit de Nantes, et notamment de ses clauses religieuses. Cette inquiétude que Richelieu a essayé d'ailleurs de conjurer pendant les années qui ont précédé. Mais où tous ces hommes ont-ils trouvé la force d'aller au bout, si je puis dire? Ils espéraient encore de l'Angleterre ou est-ce qu'ils avaient décidé de se sacrifier jusqu'au dernier? Les deux, je pense. Ils ont compté jusqu'au bout sur le secours de l'Angleterre. Et puis aussi, ils étaient animés par une foi solide, très puissante. Je crois qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on voit ça avec le recul d'une période. Nous vivons dans une époque où les repères religieux sont beaucoup moins forts. À l'époque, on se tuait sur des questions de présence réelle dans l'Eucharistie. Nous sommes là dans un des derniers échos des guerres de religion, d'une certaine manière, directement même. Alors, j'ai dit tout à l'heure que La Rochelle comptait 23 000 habitants au début du siège. On ne relèvera que 5 400 survivants à l'issue de ce siège où, effectivement, on verra périr tant de monde. Les femmes et les enfants avaient été laissés dans une sorte de no man's land. Ils ne sont pas les moins à plaindre. Hein. Ça a été terrible aussi ce qui s'est passé de ce point de vue. Donc des conditions épouvantables. Or, il se trouve que quelques jours après le 1er novembre, il y a cette fameuse tempête terrible avec des vagues gigantesques qui se sont fracassées sur la digue et qui ont en grande partie détruit l'œuvre de Mezzo et de Richelieu. On peut imaginer que si les vivres avaient été suffisantes pour que les assiégés résistent un peu plus longtemps, le sort de La Rochelle aurait pu peut-être être différent. En tout cas, les défenses mises sur pied par le roi de France ont été balayées par la tempête. C'est l'ironie de l'histoire, en quelque sorte. C'est pourquoi beaucoup ont vu dans cet événement un geste de la Providence, signe de la Providence. Un signe de Dieu, directement. Oui. Hein. Oui. Dieu avait pris son parti, et c'était celui du roi de France, bien entendu. Pourquoi est-ce que Richelieu et Louis XIII, d'abord, qui des deux le décide? Qui des deux décide d'attaquer définitivement La Rochelle et de réduire cette place protestante? C'est la politique de Louis XIII ou c'est la politique de Richelieu, d'après vous? Les deux, car Richelieu est devenu, depuis son accession au ministériat, à la position de principal ministre, vraiment l'homme qui... Quelques temps avant seulement, à l'issue de la journée des dupes, en fait. Donc il est depuis 1624 et il va... progressivement s'imposer auprès de Louis XIII, véritablement, plus que comme un ministre, comme quelquefois même un directeur de conscience. Donc il travaille avec Louis XIII étroitement, lui écrit, lui donne un certain nombre d'orientations, mais toujours avec respect, puisque c'est le roi qui décide. Et donc, il y a tout un travail de travail en commun, qui s'accomplit au cours de ces années et qui explique cette confiance qui s'est nouée. Et je crois que le siège de La Rochelle aura pour effet, d'ailleurs, d'affermir définitivement cette confiance. Au début, Louis XIII se méfiait un peu de Richelieu parce que il avait beaucoup d'ennemis, Richelieu, et à l'époque en particulier où le favori de Louis XIII était Luynes. L'évêque de Luçon avait été éloigné et Louis XIII considérait cet homme qui avait été ministre de Concini comme quelqu'un de peu fiable. Il avait une image très négative, il y avait beaucoup de calomnies qui circulaient sur Richelieu. Et petit à petit, Richelieu gagne la confiance de Louis XIII et le siège de La Rochelle, en particulier cette aptitude extraordinaire que Richelieu montre dans tous les domaines, et comme vous l'avez dit, logistique, stratégique et psychologique, va convaincre Louis XIII de la force exceptionnelle de son ministre. La Rochelle est une place infiniment riche. Elle est économiquement très indépendante, elle est très bien défendue par ses murs et par sa position simplement, par la position de ce fond de baie en quelque sorte. Et puis surtout, elle est la nouvelle obsession des Anglais qui, après avoir mis un pied sur le continent avec Calais et l'avoir perdu sous Henri II, aimeraient bien retrouver une place continentale qui pourrait être La Rochelle. C'est en tout cas l'idée des Anglais. Vous évoquiez tout à l'heure, d'abord il y avait cet extrait d'Alexandre Dumas qui était assez bien vu. Ouais, c'est ça. Et vous évoquiez les motifs qui avaient permis aux Rochelais de tenir. Il y avait la foi religieuse, on l'a dit, il y avait l'espérance de l'intervention anglaise, mais il y avait aussi l'idée que les menaces diverses qui pesaient sur le royaume de France, et notamment la politique très ambiguë et de plus en plus hostile des Habsbourg, à la fois la monarchie espagnole et la maison d'Autriche, que la France allait se retrouver prise dans un étau, qu'il y avait aussi les autres forces protestantes dans le royaume, un certain nombre de princes qui étaient hostiles à Richelieu. Il y avait énormément de pression qui s'exerçait sur la monarchie, et après tout,
des politiques, comme en étaient ceux qui dirigeaient La Rochelle, pouvaient penser que la monarchie encore fragile allait souffrir de ces pressions et finalement renoncer. Et c'est pour cela aussi que Richelieu a dit à Louis XIII qu'il fallait agir maintenant. C'est parce qu'il sentait que toutes ces pressions, et notamment la pression... Tout ça convergeait. Voilà, en fait, tout ça convergeait. Dumas le dit vraiment extraordinairement, je trouve. Oui, oui. C'est Christophe Darc qui a eu la très bonne idée dans ce récit qu'il a préparé de citer Alexandre Dumas. Et finalement, on se rend compte que Dumas a souvent une sorte de raccourci historique dans sa formulation des choses. Dumas, et notamment les Trois Mousquetaires, est un bien meilleur historien qu'on ne pense. Oui, ce sont les adaptations qui ont été faites des Trois Mousquetaires qui sont farfelues. Qui laissent parfois à désirer. Le texte lui-même est très intéressant. Mais c'est un bon conseil. On sait quoi lire pour ces prochaines vacances de Pâques. Dans un instant, si vous voulez, Arnaud Tessier, nous allons revenir sur la politique religieuse de Louis XIII et de Richelieu d'une façon plus générale. Où voulaient-ils en venir et est-ce que finalement ils ont réussi dans leur entreprise? Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Richelieu et les enjeux du siège de La Rochelle sont évoqués cet après-midi. Franck Ferrand, vous êtes accompagné de l'historien et haut fonctionnaire Arnaud Tessier pour en parler. Et oui, Arnaud Tessier, auteur de Richelieu, l'Aigle et la Colombe. À ce propos, Thomas me conseille aussi la lecture de l'ouvrage de Jean-Louis Mahé et Michael Augeron, L'histoire de La Rochelle, tout simplement. L'histoire de La Rochelle chez Geste Éditions. Il existe une autre histoire de La Rochelle, celle publiée aux éditions Gissereau par Pascal Évin, qui sera tout à l'heure notre invité. Pascal Évin, conservateur général du patrimoine, va venir nous parler de La Rochelle, alors là, d'un point de vue plus patrimonial et plus touristique, d'une certaine manière. Du reste, le siège de La Rochelle reste encore très, très vivant, très présent au souvenir des Rochelais. Ça fait partie de ce qu'on évoque presque systématiquement dans une visite de La Rochelle, Arnaud Tessier. C'était une telle tragédie. C'est ça. Et puis qui était quand même beaucoup représentée par la peinture. Oui, c'est vrai, mais au 19e siècle notamment. C'est un grand moment dans l'histoire, dans la mythologie de la avec la transformation du cardinal de Richelieu, qui, d'homme de cabinet, si je puis dire, au départ homme d'église, devenu homme politique, va finir par redevenir un chef militaire dans cette affaire. Il met la main à la pâte, personnellement. Ça va lui être très utile parce que les années qui vont suivre vont être de plus en plus chargées sur le plan diplomatique. Et puis à partir de 1635, ce sera ce qu'on appelle la guerre ouverte, où là, Richelieu passera une partie de son existence avec l'armure, à voyager. À l'armeret, en tout cas. Et si bien qu'il y a une image de Richelieu qui est assez curieuse. Il y a une fois une image qui correspond sans doute plus à la réalité physique d'un homme qui vieillit parce qu'il est malade, qui est fragile. Et puis une image plus cinématographique. Il a été interprété, c'est toujours très frappant, dans un film anglais des années 70 par Charlton Heston, qui est une sorte de titan. Richelieu n'était pas comme ça physiquement, mais Charlton Heston arrive à le rendre assez crédible parce qu'il y a une énergie. Et je crois que c'est ça qui est très frappant chez Richelieu, c'est cette source d'énergie qu'il y a en lui et qui dépasse finalement les infirmités physiques qui sont dues à la maladie, à une constitution fragile. Peut-on dire que sur le champ de bataille de La Rochelle, au siège de La Rochelle, il s'est transformé en une sorte de logisticien? Il s'occupait lui-même de l'approvisionnement, etc. Il s'occupait de tout, un peu comme le fera Napoléon plus tard. C'est ça, voilà. C'est un point commun que ces deux hommes ont à travers les siècles. Ce sont des gens qui voient tous les détails. Ils ont plusieurs atlas dans le cerveau, comme on disait de Napoléon. Et Richelieu, c'est la même chose. Et sa correspondance politique et diplomatique est incroyable. Il pense à tout. Il n'y a pas de détails pour lui. Et le testament politique est rempli d'ailleurs à la fois de considérations profondes sur la politique et la religion, et rempli aussi de chiffres, de données. C'était un homme qui avait, l'esprit extrêmement pratique. C'était sans doute l'habitude de s'occuper des âmes, les péchés, les âmes, et bien la logistique, c'est la même chose. Nous parlions tout à l'heure des guerres de religion. Y avait-il encore une dimension de guerre civile dans ce siège de Français par des Français, qu'on le veuille ou non? Oui, bien sûr. Et c'était le grand risque. C'est le grand risque. Certains des grands princes protestants pouvaient faire cause commune avec des princes qui étaient hostiles à Richelieu et qui, en disant vouloir rétablir le vrai pouvoir du roi, luttaient en réalité contre l'œuvre de reconstruction politique qu'avait amorcé le cardinal depuis son accession au pouvoir. Le civil et le religieux étaient absolument fusionnel, si j'ose dire, et c'est normal puisque c'est une société qui voyait les choses de manière extrêmement mélangée. Et les Anglais sont allés très loin dans cette affaire. Ils n'ont pas hésité à se mettre en situation, en état de guerre contre la France pour voler au secours de la fière Rochelle, comme on dit dans les chroniques du temps. Est-ce que les Anglais menaient là un combat
possible. C'est assez étonnant de voir d'ailleurs qu'il Il reposait sur la conviction que l'Espagne, grande rivale, ne mettra pas en jeu sa flotte. Si l'Espagne était intervenue aux côtés de la France, pour des raisons religieuses, puisqu'il défendait le catholicisme, les choses auraient été bien différentes. Et d'ailleurs, l'Espagne d'Olivares l'avait laissé entendre, l'avait promis à Richelieu. Mais Richelieu n'y croyait pas beaucoup, il y croyait de moins en moins. Et une des leçons aussi du siège de La Rochelle, c'est que Richelieu et Louis XIII sont désormais convaincus que l'Espagne est une nation ennemie qui veut étouffer la France, la prendre en étau entre l'Allemagne et l'Espagne, et que la religion n'est qu'un prétexte en réalité. La défense de l'Église catholique ne cache que le rêve bien connu de monarchie universelle que poursuit l'Espagne et que poursuivent les Habsbourg. Que sont devenus les quelques centaines de bourgeois protestants survivants du siège de La Rochelle? Ils sont restés sur place ou est-ce qu'ils ont été expulsés dans les différentes places comme on faisait parfois? Beaucoup sont partis. Ils ont été pardonnés de toute façon. Ceux qui sont restés ont pu continuer à exercer leur culte, puisque les clauses religieuses de l'édit de Nantes n'ont pas été remises en cause. Seules ont été annulées, éliminées les clauses politiques et militaires. Mais évidemment, ça n'avait plus rien à voir. Leur puissance sociale était... La ville avait été démantelée. Oui. Et toutes les défenses sont rasées. Ça, c'est la grande habitude de Richelieu. La Rochelle devient une place désarmée, directement mise en régie par la couronne, qui va désormais administrer le fameux port de La Rochelle. Oui. Et c'est le début pour la cité rochelaise d'une forme de décadence. Est-ce qu'on peut dire cela? Elle connaîtra encore de très belles heures, mais plus tard, au XVIIIe siècle. Là, elle va traverser une période extrêmement difficile. C'est vraiment une puissance abattue. C'est ça. Et une grande tragédie, comme Richelieu le raconte lui-même, sur le plan humain, une grande tragédie humaine. Richelieu disait que les 5 pieds carrés du cabinet du roi étaient plus difficiles à prendre que certaines places fortes. C'est vrai que Louis XIII manque parfois, lui, de la ténacité dont Richelieu sait faire preuve. Et dans le cours du siège de La Rochelle, il a manifesté plusieurs fois son abattement. Si Louis XIII avait été seul, on peut imaginer qu'il aurait renoncé à certains moments. Oui, non? le siège l'ennuyait, il le trouvait trop long. Il le trouvait trop long, et puis Louis XIII était un roi assez étrange, assez extraordinaire par certains côtés, d'une grande piété, mais effectivement qui était assez influençable et qui était soumis à des évolutions d'humeur. Et Richelieu a vécu toujours dans l'angoisse de ses faiblesses momentanées de Louis XIII, de la capacité que pouvaient avoir certains de ses proches de l'influencer. Il était obnubilé par l'idée qu'on pouvait mentir sur lui, parce que comme Richelieu bougeait beaucoup, il était souvent éloigné du roi. Il avait toujours peur que pendant ses absences, la faiblesse du roi cède devant ses ennemis. Et c'est pour ça qu'il lui écrivait beaucoup et qu'il lui redisait souvent les mêmes choses. Il essayait d'entretenir chez Louis XIII, de mettre Louis XIII à la hauteur de sa fonction. Et il y a tout un travail psychologique de Richelieu assez extraordinaire, mais que La Rochelle va avancer énormément. Il fallait donc qu'il lutte à la fois contre l'inconstance du roi, contre l'hostilité à peine voilée d'un certain nombre des plus hauts seigneurs de la cour, contre les ennemis intérieurs du royaume et extérieurs, bien entendu. Bref, il se battait sur tous les fronts à la fois, cet homme-là. Il se battait contre la faiblesse humaine. Et le pape qui avait convoqué le Concile de Trente près d'un siècle plus tôt, avait dans sa bulle de convocation dit « Me voici entouré de faiblesse humaine ». Et je crois que c'était la sensation qu'éprouvait Richelieu. Oui. Et il redoutait même sa propre faiblesse, quelquefois. Je crois que Richelieu était quelqu'un qui avait une conscience aiguë de la faiblesse de l'homme, et il pensait que le roi de France lui-même n'échappait pas à cette faiblesse. Il avait dit il faut fermer la porte à la pitié, c'est ça? Oui, il disait il faut fermer la porte à la pitié, mais en réalité, c'était plus exactement, il disait, j'ai plus la formule, mais il disait quelquefois qu'un excès de pitié produisait des cruautés bien pires encore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le paradoxe de l'homme d'État, ça. Ouais. C'est qu'il doit savoir prendre des décisions qui lui font mal au cœur comme être humain, mais dont il pense à titre politique qu'elles sont utiles. C'est la grande affaire de la politique, avec de la noble politique. C'est quelque chose qu'il dit d'ailleurs dans son testament politique, tout à fait à la fin. Il s'adresse à Louis XIII et lui dit « On a le droit d'être faible quand on est une personne privée. » Parce qu'on est soi-même en charge de soi-même. Mais lorsqu'on a charge d'âme, lorsqu'on dirige un royaume, la faiblesse est quelquefois pire que la cruauté.
Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Nous nous intéressons à la politique de Richelieu et pour l'évoquer, c'est l'auteur de l'ouvrage Richelieu, l'Aigle et la Colombe chez Perrin, Arnaud Tessier, qui est à vos côtés, Franck. Et oui, Arnaud Tessier qui connaît l'État très bien et donc un certain nombre d'hommes d'État, dont Richelieu. C'est très intéressant d'essayer de comprendre ce qui animait cet homme-là. Vous avez tout à l'heure insisté sur le Concile de Trente. Il faut peut-être revenir sur ce qu'on appelle la réforme catholique, dans le cadre de laquelle il s'inscrit pleinement. C'est ce que vous démontrez en vérité dans votre ouvrage. Avant de devenir ministre et principal ministre de Louis XIII, il a été un évêque qui a labouré son diocèse littéralement pendant des années, le diocèse de Luçon, avec beaucoup d'énergie. Qui se situait pas très loin d'ailleurs de La Rochelle. Non, et même une fois au pouvoir, il a toujours conservé cette singularité qu'il était un prêtre tout en étant un homme d'État. C'est-à-dire que chez lui, la vision de l'État était inséparable de la croyance dans la transcendance divine, et en servant le roi, il servait Dieu, et un évêque et un ministre, pour lui, avaient les mêmes devoirs, c'est-à-dire que lorsqu'ils avaient charge d'âme, ou charge d'homme, charge de royaume, ou charge d'une église, eh bien, ils devaient dépasser leur propre personne et se soumettre à quelque chose qui les dépasse. Donc, tout son travail, justement, vis-à-vis de Louis XIII, que j'évoquais tout à l'heure, a été de porter Louis XIII à cette hauteur à laquelle lui, Richelieu, avait accédé assez spontanément. On parle volontiers pour les très grands gouvernants d'une main d'acier dans un gant de velours. C'est assez juste comme image concernant Richelieu, car si la politique au fond avec lui est toujours très ferme et les décisions sont absolument intangibles, en revanche, la manière est assez onctueuse, assez souple. Il y a une souplesse dans son caractère. C'était un grand diplomate, un grand négociateur qui dirigeait de loin avec beaucoup d'assurance, alors que sans les technologies modernes, ses ambassadeurs, mais par ses correspondances sont très impressionnantes de ce point de vue-là. C'était un homme aussi qui était un esprit très littéraire, un auteur de théâtre, et il voyait aussi la politique comme un théâtre. Donc un diplomate et un homme de théâtre, il savait ménager ses effets. Oui. Et il savait user des faiblesses d'autrui aussi, parce que voilà. ça c'était la dimension psychologique du personnage, encore une grande qualité. Il était capable de lire dans les autres comme un livre ouvert. Hein. Oui, et je crois que c'est quelque chose qu'il avait appris simplement dans son travail pastoral. Et voilà. En confessant les gens, en les dirigeant spirituellement, et il voyait dans l'âme humaine, et il a gardé cette aptitude comme Premier ministre de Louis XIII. Vous êtes vous-même haut fonctionnaire, il faut dire, Arnaud Tessier. Vous aimez l'État. Qu'est-ce que l'État français doit à un gouvernant comme Richelieu ? Je pense que l'État qui aujourd'hui est non seulement sécularisé, mais laïcisé, fonctionne de manière très différente et selon une vision très différente de celle de Richelieu. Mais ce que nous a légué Richelieu, incontestablement, c'est cette idée qu'on appelle plus communément l'intérêt général. Je trouve que ce qui est très moderne, et notamment dans le testament politique, c'est cette idée que lorsqu'on a une responsabilité publique, lorsqu'on fait partie des élites dirigeantes, on obéit à une morale qui n'est pas la même que la morale individuelle. Et voilà, on a des responsabilités plus lourdes. Et donc, on ne peut pas se laisser aller aux impulsions d'une personne privée avec la même facilité. Nous ne sommes point des particuliers, dira plus tard Louis XIV. C'est assez étrange de voir que notre époque a le plus grand mal à comprendre cela. C'est-à-dire que la morale publique n'est pas forcément la morale privée et que les actes d'un homme d'État ne sont pas forcément ceux qu'il prendrait à titre privé s'il était lui-même un particulier. C'est une chose que nous avons fini par oublier. Ça rend très difficile la compréhension de l'action d'un homme comme Richelieu, évidemment. Oui, c'est ce qu'on appelle le surmoi, en quelque sorte. Et voilà, c'est ça, exactement. Et lui, son surmoi était considérable. Je n'ai d'autres ennemis que ceux de l'État, disait-il. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il aurait dit en mourant. J'ai d'autres ennemis que ceux de l'État, et je crois qu'il le pensait vraiment. C'est-à-dire qu'il voulait dire qu'il n'avait poursuivi personne pour des raisons purement personnelles. Oui, c'est ça. Et on voit dans l'affaire Saint-Marc, d'ailleurs, l'attitude assez ambivalente du ministre qui aimerait bien, d'une certaine manière, sauver la tête de ce pauvre écervelé, mais qui, néanmoins, implacable, va le conduire jusqu'à l'échafaud parce qu'il estime que c'est l'intérêt de l'État. Et parce qu'il a trahi. Et parce qu'il a trahi. Alors là, ça, c'est la chose la plus grave à ses yeux, bien sûr. Est-ce que d'autres villes vont
en mode mineur, faire comme La Rochelle les frais de la vindicte cardinalice. Oui, les grandes cités protestantes du Midi, puis jusqu'à la Pédalès en 1629, qui va marquer la fin véritablement des guerres avec des guerres intérieures entre la couronne. d'Alès qui d'ailleurs, entre parenthèses, revient sur l'édit de Nantes, ce qu'on a tendance à oublier parfois. Hein. C'est-à-dire qui généralise ce qui a déjà été décidé pour La Rochelle, c'est-à-dire que les protestants perdent leurs privilèges politiques et militaires, ce qu'on appelait l'État dans l'État, mais ils gardent le droit de pratiquer leur religion, puisque c'était une idée chère à Richelieu et à Louis XIII, c'est qu'on convertit par la persuasion et pas par les armes. On soumet par les armes. Les armes, c'est l'ultima ratio regum, la dernière raison des rois. Mais les armes, on les convertit par la persuasion. Et toute l'obsession de Richelieu jusqu'à la fin de ses jours, ça va être d'essayer de ramener dans le sein de l'Église ceux qui sont séparés, mais par des arguments théologiques et religieux. Avec toujours cette idée d'une unification religieuse du royaume qui va devenir une obsession jusqu'à ce qu'en 1685, Louis XIV aille jusqu'à révoquer, non pas tout à fait l'édit de Nantes d'ailleurs, mais bien la grâce d'Alès de son père, qui elle-même avait réformé l'édit de Nantes. La politique de Louis XIV était en gestation d'une certaine manière dans celle de Richelieu. Oui et non, parce qu'il est allé beaucoup plus loin, et les protestants, d'ailleurs, ce sont les protestants qui éditeront le testament politique de Richelieu en 1688, pour dire, voyez, Richelieu et Louis XIII étaient tolérants, ce que n'est pas le roi de France. Louis XIV. Louis XIV avait perdu la flexibilité. C'était un gant d'acier dans un... C'était une main d'acier dans un gant d'acier. Il pensait qu'on pouvait convertir les âmes par la force. Exactement. Merci beaucoup Arnaud Tessier. Merci. Votre biographie de Richelieu s'intitule Richelieu, l'aigle et la colombe. C'est chez Perrin, j'allais dire bien sûr, et c'était il y a 3 ans. C'est tout encore tout à fait disponible. Merci. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Direction l'ouest de la France pour évoquer une ville qui a été assiégée au XVIIe siècle dont nous venons de parler. Il s'agit de La Rochelle et à ce propos, le conservateur général du patrimoine et auteur de l'ouvrage Histoire de La Rochelle aux éditions Gissereau, Pascal Évin, est votre invité Franck pour en parler. Bonjour Pascal Évin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez, on peut dire, La Rochelle comme votre poche, ce qui fait que nous sommes 2 aujourd'hui. C'est une très belle cité qui a conservé, en tout cas dans la partie vraiment centrale, qui a conservé beaucoup de vestiges de cette époque du XVIIe siècle. Bien sûr, effectivement, c'est une cité qui est une très belle cité historique, qui a conservé son patrimoine et qui le met en valeur, essaie de le mettre en valeur en tout cas. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, nous allions voir une sorte de petit spectacle son et lumière qui se trouvait dans la poterne, enfin même pas dans la poterne, qui se trouvait dans la tour de la Chaîne, une des 2 très célèbres tours du vieux port de La Rochelle. Et il y avait là une grande maquette avec des illuminations et ça permettait de suivre les différentes étapes du siège de La Rochelle. On voyait le déplacement du cardinal, l'installation de sa fameuse digue, etc. Alors tout ça, évidemment, appartient au temps révolu. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il faudrait de la 3D et de l'interactivité, comme on dit. Mais néanmoins, ce siège de La Rochelle a laissé quelques vestiges, ne serait-ce que dans la mémoire des Rochelais. Pascal Évin. Alors effectivement, il subsiste des vestiges du siège. Donc vous savez que Louis XIII et le cardinal de Richelieu ont pris la décision après le siège de détruire tous les remparts, donc d'en faire une ville ouverte, de façon à éviter que les protestants de nouveau se révoltent. Avant, la fière Rochelle était à l'abri de ses hauts murs, bien sûr. C'est une ville qui était imprenable. Du reste, effectivement, elle est tombée par la faim et non pas par des opérations militaires. Mais il subsiste quand même quelques vestiges. Vous avez évoqué la digue. Effectivement, on voit encore le tracé, donc il n'en suffit plus grand chose, mais il y a encore, on l'a dit, une amorce, oui, voilà, exactement. Une amorce. Et puis, alors évidemment, il faut être en avion. On distingue parfaitement le tracé des fortifications dans les parcs actuels de la ville, et donc les vues aériennes montrent tout à fait les bastions. Mais même lorsqu'on se promène du côté des parcs d'Elmas, etc., on voit encore, alors il faut le savoir, mais on voit encore des redoutes, enfin des éléments militaires, incontestablement. Alors on les devine
devine, voilà, on les là, devine. effectivement, quand on voit une vue aérienne, c'est tout à fait flagrant. Donc on voit bien les bastions qui apparaissent effectivement dans la partie qui est devenue les parcs et qui est une des fiertés des Rochers. Puisque nous sommes dans les parcs, tiens, profitons-en pour commencer par la périphérie, si je puis dire. La Rochelle est une ville très verte, d'ailleurs. Il y a au bout des parcs, il y a cette espèce de grande promenade qu'on appelle le Mail, hein, qui descend quasiment jusqu'au port. Oui, oui. Et puis de l'autre côté du port, entre le port et la gare, vous avez l'amorce d'un quartier portuaire qui aboutit à ce qu'on appelle le port des Minimes. Ça, c'est le port de plaisance de La Rochelle. Hein. Tout à fait. Alors le port de Minimes, pendant très longtemps, tout ce quartier était vide. En fait, il y avait des petites entreprises où on avait ce qu'on appelait la ville en bois, qui étaient vraiment des installations un petit peu provisoires. Et en l'espace de quelques décennies, ce quartier a été entièrement urbanisé autour effectivement des universités qui se sont construites dans ce quartier, pratiquement au bord de la mer pour la faculté de droit. Et c'est évidemment un endroit très très fréquenté par les étudiants. Alors notre visite, nous allons la commencer dans le cœur même, dans le centre-ville de La Rochelle, sur une espèce d'immense place. J'allais dire qu'il fait un peu parking, mais oui, malheureusement, c'est un peu la vocation qu'on lui a depuis longtemps donnée. Cette très grande place d'Armes, cette grande place de Verdun, en fait, elle est au débouché des parcs dont nous parlions tout à l'heure. Et tout à fait, en limite effectivement des parcs. Et vous avez raison, c'est la place de Verdun, mais que beaucoup de Rochelais continuent à appeler la place d'Armes. La place d'Armes, oui. C'était son nom jusqu'à là, pendant très longtemps. Et c'est effectivement, je dirais pas le cœur de la cité, parce que le cœur de la cité, c'est plutôt autour du marché. Peut-être aujourd'hui le cœur historique, mais évidemment c'est assez emblématique parce qu'il y a la cathédrale, parce qu'il y a le commissariat, parce qu'il y a le muséum d'histoire naturelle et le musée d'histoire naturelle qui est un peu plus loin, effectivement, dans la rue Hébert Ier, qui est un très beau bâtiment du XVIIIe siècle, qui a servi d'hôtel pour le gouverneur. Puis ensuite qui a servi d'évêché et qui aujourd'hui est le muséum d'histoire naturelle de la ville de La Rochelle. Parlez-nous de cette cathédrale qui se trouve donc sur cette grande place. Alors cette cathédrale, elle est un peu massive, effectivement, quand on la voit n'a rien d'une cathédrale gothique, je dis tout de suite, pour que nos auditeurs ne se fassent pas une image fausse d'une cathédrale médiévale. Tout à fait, c'est une cathédrale moderne, classique, dont la construction a été engagée au XVIIIe siècle sur les plans de la famille Gabriel, elle fait un peu penser à la cathédrale de Versailles, d'ailleurs. C'est un peu, effectivement, le même modèle que la cathédrale de Versailles, mais La Rochelle n'a jamais eu de clocher. Donc, en fait, l'ensemble est finalement un peu lourd. Alors, il y a un vieux clocher par derrière qui n'a pas été détruit puisque les autres n'ont pas été construits, et c'est le clocher d'église, l'ancienne église Saint-Barthélemy, qui lui, effectivement, remonte au Moyen-Âge. Vous êtes d'accord pour qu'on aille vers l'hôtel de ville? Là, on va descendre par la rue du Palais. Je vous suis. Rue Arcade, bien sûr. Ça, c'est la spécificité rochelaise. Hein. C'est la spécificité de La Rochelle, effectivement, d'avoir conservé effectivement un certain nombre de rues arcades. Alors, on se pose toujours la question de savoir pourquoi des rues arcades. C'est quand même une tradition un petit peu des villes. Oui, surtout qu'il pleut pas tellement à La Rochelle, quand même. On peut pas dire que ce soit pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs, voilà. Donc, mais effectivement, c'est dans la tradition de la ville d'avoir ces arcades, et il en reste encore beaucoup de rues dans le centre-ville. C'est très plaisant, d'ailleurs. Ça crée une ambiance très particulière dans ce centre-ville. Hein. C'est particulier. La circulation des piétons est évidemment resserrée sous ces arcades, et par contre, ça enlève un petit peu de vue sur les bâtiments, sur les monuments. On ne voit pas bien les bâtiments, surtout que entre les arcades circulent les voitures assez souvent. Alors, on a quand même développé les secteurs piétonniers, comme dans toutes les villes de France maintenant. Hein. Oui. Alors la dernière étape, c'est la mise en secteur piétonnier total du Vieux-Port, et ce qui entraîne une déviation de la circulation. Alors le bonheur des uns fait le malheur des autres, donc le projet soulève quelques réticences. Quand on descend cette rue du Palais, il faut absolument s'arrêter au Palais de Justice, qui est un édifice somptueux. Ça, on peut dire. Alors, c'est un très bel édifice, malheureusement, effectivement, comme vous le disiez, les rues arcades empêchent effectivement. Ah oui, faut pas hésiter à entrer dans la cour, en fait. Voilà, il faut vraiment le voir un petit peu et vous avez la base qui est du XVIIe siècle. On trouve encore quelques vestiges. Et puis, ce palais de justice a été reconstruit avec une très grande façade, une monumentale avec des colonnes, et un fronton assez massif lui aussi, juste à la fin du XVIIIe siècle. Donc, et quand on est dans la rue, on voit effectivement cet édifice assez imposant.
L'hôtel- Il faut rentrer à l'intérieur, effectivement, pour c'est pour une grande découvrir beauté, c'est- tout le caractère. C'est la splendeur d'un néoclassicisme très pur, en fait. C'est la genre fin du grand XVIIIe palais siècle, romain, c'est fin du effectivement- 18e. voilà, ouais. ouais. Alors, nous arrivons quasiment en vue de l'hôtel de ville, un hôtel de ville qui, il y a quelques années, a subi de très gros dommages. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Direction l'Atlantique pour la suite de notre balade à La Rochelle avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, le conservateur général du patrimoine, Pascal Evin. Alors, avant d'arriver à l'hôtel de ville, c'est un peu l'arlésienne de cette Oui. histoire, vous vouliez nous parler d'une maison somptueuse. Eh bien, exactement. Juste à côté du palais de justice, il y a l'ancienne chambre de commerce. C'est un très bel édifice. Alors, on peut entrer, on peut voir l'escalier monumental qui conduit très beau. à la salle haute de la Bourse. On peut voir ces cours, effectivement, qui ont été aménagés à la fin du XVIIIe siècle. Et lorsque la chambre de commerce, qui était une chambre de commerce un peu opulente, a Florissante, réussi oui. à reconstruire ses C'est une ville du marchande, hein, c'est une ville très prospère, La Rochelle, il faut le C'est une ville dire. très prospère, surtout à l'époque, au XVIIIe siècle. Elle avait donc fondé sa fortune sur le Canada dans un premier temps, puis après, avec la perte du Canada, eh bien, c'est en quelque sorte la traite et les opérations vers les îles à sucre, les Antilles, la Saint-Domingue, la perle des Antilles, qui a fait la fortune de la ville. Que s'est-il passé à l'hôtel de ville de La Rochelle? Expliquez-nous ça. Alors malheureusement, ce qui s'est passé, un court-circuit ou une négligence, on ne sait pas trop, mais en tout état de cause, toute une partie de l'hôtel de ville est partie en fumée. Et on ne voit plus aujourd'hui que l'enceinte médiévale de l'hôtel de ville qui venait d'être restaurée, qui est donc absolument magnifique. Et derrière, on commence à reconstruire l'hôtel de ville classique du XVIIe siècle. En principe, on nous dit que dans 3 ans, les locaux seront restaurés et que les Rochelais pourront reprendre possession de leur hôtel de ville. Mais c'est évidemment un travail énorme. C'est la maison de Jean Guiton, là, toujours, hein, parce qu'on vient d'en parler. C'est la maison Guiton. Alors Jean Guiton est sur la place, sur une statue. Donc il contemple le spectacle actuellement des barrières en bois et puis des palissades en bois et puis des grues qui recommencent à remonter les pièces, les pierres donc qui ont été démontées à la suite de l'incendie et donc il faut encore être patient pour retrouver l'hôtel de ville restauré. On va pas pouvoir se promener dans tout le centre de La Rochelle. Ce que je vous propose, parce qu'il reste pas longtemps, on ne comprendrait pas qu'on ne les évoque pas, c'est de passer par la tour Gros Horloge. Donc on va se rendre du côté du port, en fait, du célèbre port de La Rochelle, qui a dû être peint et repeint un nombre absolument incalculable de fois, qui est un des paysages urbains les plus connus de France. Il faut dire que c'est très beau quand même, ce bassin du Vieux-Port. Ah, c'est toute la marque de La Rochelle, en fait. Je veux dire, le symbole de la ville. Donc, ces deux tours qui encadrent le bassin. Et c'est vrai que c'est un paysage qui est vraiment extraordinaire en toute saison. L'hiver, quand il pleut, ou l'été, quand il fait un temps merveilleux, évidemment, c'est ce qui suscite l'intérêt des touristes. Et il y a aussi une animation sur ce port, il faut dire. On va voir ça avec Lorena Martin dans un instant. Mais comment dit-on, les terrasses de brasseries, de bars, etc. sont ouvertes une grande partie de l'année parce que c'est quand même un beau climat à La Rochelle. Hein, il y fera beau jusqu'en octobre, donc c'est quand même. On profite beaucoup de l'extérieur dans cette région. Alors, on dit quand on traditionnellement que c'est une région qui bénéficie d'un soleillement particulièrement intéressant, pratiquement équivalent à la Côte d'Azur. Alors, c'est ça, oui. On renverra sur les études des spécialistes, mais en tout cas, il est certain que sur le port, il y a beaucoup de monde. Hiver comme été, alors évidemment un peu moins l'hiver que l'été, mais c'est quand même un lieu de concentration. Oui. Alors, les 2 tours dont vous parliez, c'est à main gauche la tour Saint-Nicolas quand on regarde vers l'extérieur, vers le large, et à droite la fameuse tour de la Chaîne dont je parlais tout à l'heure, qui est la plus massive, la plus grosse. Et puis alors, un petit peu plus loin, il y a une espèce de grande lanterne somptueuse qu'on appelle la tour des 4 sergents. Il faut que vous nous rappeliez en 2 mots de quel sergent on parle. Alors, effectivement, c'est cette tour dite de la lanterne. La lanterne, c'est effectivement qui servait de phare, hein, donc qui permettait aux navires de s'orienter, qui était équipé d'un foyer qui illuminait un peu la rade, enfin, modestement. Et alors, elle a pris le nom de tour de la lanterne parce
de la tour des 4 sergents parce que on y a enfermé les 4 sergents qui appartenaient à une des sergents séditieux. Nous avons raconté leur histoire ici. Voilà, de la Restauration et qui complotaient contre l'autorité du souverain restauré Louis XVIII et effectivement ils ont été arrêtés, jugés et exécutés. Et leur tombe est dans le cimetière du Montparnasse à Paris. Donc très modeste. Et donc colonne tronquée. On a donné à cette superbe tour médiévale. Ils avaient été enfermés dans cette tour et elle a pris le nom des 4 sergents. C'était une forteresse à l'époque, au sens carcéral du terme. Il y a des musées à La Rochelle. On va visiter énormément de choses. J'aimerais que vous nous disiez un mot, si vous le voulez, du musée du Nouveau Monde qui se trouve rue Fleuriot. Alors le musée du Nouveau Monde, c'est effectivement une très belle réalisation que l'on doit à Michel Crépeau, qui était l'ancien maire de La Rochelle, qui avait voulu dépoussiérer un petit peu les musées et trouver un musée symbolique en quelque sorte. Et réfléchissant sans doute à l'histoire de la ville, il a créé ce musée du Nouveau Monde qui est axé sur les liens entre La Rochelle et le monde atlantique essentiellement. Et il a choisi un hôtel d'armateurs Fleuriot, donc qui avait des plantations dans les îles, et cet hôtel a été entièrement restauré et remeublé. Donne une idée de ce qu'était la demeure d'un grand armateur en fait. C'est tout à fait, ça illustre effectivement parfaitement les demeures familiales des armateurs du XVIIIe siècle. C'est un bel endroit, c'est une belle ambiance dans ce musée du Nouveau Monde, incontestablement. Vous nous disiez que le cœur battant de la cité, c'était le marché couvert. Nous n'en avons pas parlé ensemble, nous allons le faire dans un instant avec Lorena Martin, parce qu'elle arrive avec ses bons plans et ses bonnes adresses. Merci beaucoup Pascal Evin, vous êtes l'auteur de l'Histoire de La Rochelle aux éditions Gissereau. Histoire de La Rochelle, ça n'est pas très difficile à retenir comme titre. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. On poursuit notre balade dans une ville au cachet et au charme unique, La Rochelle. Et Franck, Lorena Martin vient de nous rejoindre pour partager avec nous les bons plans à avoir sous le coude en cas de séjour à La Rochelle. Ah oui, bonjour Lorena. Bonjour, alors je parlais Franck. du marché central, mais il n'y a pas que ce marché-là à La Rochelle. Hein. Moi, quand j'étais petit, il y en avait plein. Il y a le marché de la Palisse, le marché de Portneuf, hein, c'est ça Oui, le marché de Villeneuve-les-Salines, de Mireuil, des Minimes, etc. Mais c'est vrai que le marché central, il est à la fois donc sous les halles du 19e siècle, tous les matins, tous les jours de l'année, et aussi dans les rues autour des halles. C'est un grand marché alimentaire et camelot, et c'est le mercredi et le samedi matin. C'est un marché à la cagouille, comme on dit là-bas. Les cagouilles, c'est les escargots qu'on fait de toutes sortes de façons, bien sûr. C'est le terme qu'on emploie en Charente pour parler des escargots. Tout à fait. Charente et Charente-Maritime, je précise tout de suite avant que certains ne nous écrivent en disant « Mais La Rochelle est en Charente-Maritime ». Certes, en Charente-Maritime. Alors, qu'est-ce qu'on mange de beau du côté de La Rochelle ? Vous pouvez acheter donc des huîtres sur ce marché central, le farci charentais. Vous savez, on avait parlé du farci Poitevin. C'est à peu près la même chose. Exactement, quand on était parti. Et donc, la seule différence, à la limite, c'est la feuille de chou qui est vraiment dans le farci Poitevin, moins dans le farci charentais. Vous avez aussi le tourteau fromager, on l'avait dit, comme à Poitiers, cette boule ronde noire avec la croûte brûlée. Les moules de Bouchot aussi. Bouchot, c'est l'une des façons d'élever les moules parce qu'en 1235, un voyageur irlandais, Patrick Walton, invente la culture sur Bouchot et il est victime en fait d'un naufrage. Bouchot, c'est comme des épieux noyés en fait. Hein. Voilà, exactement. Et donc il s'installe et se consacre à la capture d'oiseaux d'eau à l'aide de filets et il s'aperçoit que les piquets retenant ces filets plantés dans la mer se recouvrent de moules et c'est là qu'il va multiplier cette expérience et vont naître les moules de Bouchot. Et puis bien sûr, c'est le pays du cognac, du pinot. Enfin, quand je dis le pays, on est juste au bord. Là encore, nous ramènerait en Charente. En Charente. Bon. Alors, il y a bien sûr à La Rochelle un très célèbre restaurant chez Coutenceau, mais il n'y a pas qu'un restaurant étoilé. Hein. On peut trouver d'excellentes tables autour du port et dans les environs. Il y a des adresses très agréables. Donc, on parlait du marché. Donc, je vous conseille notamment l'ardoise des Cloutiers, qui se situe dans ce quartier-là, animé du marché. Vous avez des menus qui mettent en avant, encore une fois, les produits frais en provenance directe du marché. Vous dites à La Rochelaise les produits frais, vous. On dit comme ça à La Rochelle, on ferme les et. Non, je pense que c'est mon accent à moi. C'est ça, un peu plus marseillais à mon avis. Et donc vous avez une carte qui change très souvent en fonction des saisons, en fonction de l'arrivage des produits et il vous propose notamment des brunchs tous les dimanches. Par contre, il est assez couru donc c'est important de réserver. Oui.
Le comptoir de Walter. Oui, c'est dans le quartier Saint-Nicolas, c'est dans l'ancien quartier de pêcheurs, très prisé des Rochelais. C'est très charmant, c'est comme un village dans la ville. Et ce restaurant, en fait, met en avant le fast good et non pas le fast food. Donc, ils mettent, c'est sur place ou à emporter. Ce sont des produits frais, issus de la filière biologique, commerce équitable, des producteurs locaux, etc. Et ils composent votre assiette devant vous, donc à la minute. Ce qu'il faut dire, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est que toutes les rues du centre de La Rochelle et toutes les rues qui bordent le Vieux-Port sont pleines de terrasses. Il y fait donc, on disait très souvent beau, 300 jours d'ensoleillement par an. Et les Rochelais ont pris l'habitude de s'installer en terrasse. Il y a beaucoup de touristes aussi. Et bref, tout ça crée un bouillonnement, une vie. Ça, c'est quand même la grande vertu de La Rochelle que de vous insuffler comme ça de la vie. C'est une ville extrêmement active où l'on prend le temps, mais où il y a beaucoup de monde toujours. Exactement. Et puis beaucoup de couleurs, une ébullition, exactement. Alors, il y avait un établissement qui, quand j'étais petit, était très très réputé, mais qui l'est toujours. Ça, c'est formidable. J'aime bien ces adresses qui survivent, si je puis dire. C'est le bar André, bien sûr. Hein, oui. Avec ses filets là sur le trottoir. Oui, complètement. C'est situé en fait au pied de la tour de la Chaîne. Et donc là, c'est pour les amateurs de fruits de mer, de produits vraiment de la mer. Et ce bistrot existe depuis 1947. C'est une véritable institution là-bas. Et ils sont réputés donc pour leur plateau de fruits de mer, sur place ou à emporter. Les produits sont frais. Ils travaillent beaucoup avec les producteurs locaux, là encore, que ce soit les maîtres fromagers, les glaciers, les cavistes. Et au beau jour, ils ont une terrasse, comme vous le dites, installée sur le quai qui offre un très beau point de vue sur le vieux port de La Rochelle. C'est magnifique. Alors, on pourrait citer un certain nombre d'hôtels, mais vous avez préféré nous affrioler avec des chambres d'hôtes. En fait, oui, exactement. J'ai eu un petit coup de cœur pour Eden West, qui est une chambre d'hôte située dans le centre historique de La Rochelle, à 2 pas du marché, là encore. C'est une ancienne maison d'armateurs, puisque nous sommes quand même à La Rochelle. Donc, c'est une ancienne maison d'armateurs bâtie au XVIIIe siècle, qui a été entièrement restaurée. Vous avez un jardin magnifique. Et vous avez un jardin paysager où, quand il fait beau, le petit déjeuner est servi dans le jardin. C'est très agréable. Et donc, vous pouvez y aller. Et vous avez aussi Entre Hôtes. C'est une maison du XVIIIe siècle qui a été entièrement rénovée. Et là, j'ai beaucoup aimé, en fait, une chambre qu'ils appellent une chambre insolite. Et elle se niche au fond du jardin dans une ancienne cave voûtée en pierre. C'est magnifique. Et ça a beaucoup de charme. Et puis, aux portes du centre historique, il y a aussi Terre en vue. Ça, vous m'aviez donné la brochure. C'est très beau, hein, ça aussi. C'est très, très beau. C'est comme une villa, en fait, un peu plus moderne, on va dire, que les autres. C'est un petit peu moins historique. Et l'ambiance est assez zen. Des tuiles charentaises. Oui, les tuiles charentaises. Et c'est assez zen. C'est la sérénité, puisque vous avez également un jardin et avec un bassin. Vous avez des chaises longues, un hamac. Donc, c'est un petit havre de paix, mais à côté de La Rochelle. Alors, La Rochelle, on pourrait parler de tant et tant de choses, mais La Rochelle, c'est bien sûr la ville des Francopholies. La Mini Transat revient. Oui. Tout ça est sur la page Facebook de l'émission. Vous avez vu comme j'hésite à chaque fois, je ne sais pas où c'est. Bon. Page Facebook. Sur la page Facebook de l'émission, toutes les bonnes adresses de Lorena Martin, qui a encore tellement et tellement de choses à vous dire. Mais je crois que nous sommes arrivés au terme de notre temps de parole, chère Lorena. Nous nous retrouvons demain pour parler d'une autre ville.